Clémence, bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Nous, femmes d'IPA. Être fière de qui nous sommes, femmes, francophones, insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Aujourd'hui, je passe un moment passionné et passionnant en compagnie d'Annie Grégoire-Gauthier. Très tôt engagée pour porter la cause des femmes, elle nous explique comment elle se nourrit de ses rencontres et de ses expériences pour fabriquer sa propre vision du féminisme. Si vous êtes prêts à faire bouger les lignes, cet épisode est pour vous. Bonne écoute! Je profite de cette introduction pour vous présenter toutes nos excuses pour le son un petit peu moins bon que d'habitude. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop et que vous passerez un bon moment malgré tout. Je te propose qu'on commence. Ouais, donc la première question que je voulais te poser, c'était concernant ton parcours. En fait, si tu pouvais te présenter ton parcours, pro ou perso, un peu ce que tu préfères, ce de quoi tu préfères parler, quoi. Oui, parfait, bien sûr. Oui, donc c'est ça. Moi, j'ai grandi dans la région de Montréal, au Québec. Donc, j'ai vécu en fait une bonne partie de ma vie là, dans la région de Montréal. Je suis partie quand même à 23 ans pour Québec, donc la ville de Québec, pour mes études. Donc, j'ai fait un baccalauréat en sciences sociales, donc en anthropologie, sciences politiques et sociologie. C'était comme un baccalauréat combiné. Et puis, suivi d'une maîtrise en sociologie plus spécialisée en études féministes. Donc, j'ai quand même un background en études féministes. J'ai vécu environ presque 6 ans à Québec. Et puis, je suis revenue à Montréal en 2016. Je me suis trouvé ensuite un emploi là, en recherche au gouvernement fédéral. Mais j'ai quand même aussi fait le pont. Là, j'ai fait le saut dans l'univers politique pendant un petit peu plus d'1 an comme attachée politique à Montréal pour un parti progressiste là, à la ville de Montréal. Et ça a été une expérience assez particulière, dans le fond, positive mais difficile aussi. Mais ça m'a permis quand même de découvrir tout l'univers politique de l'intérieur. Donc, c'était très, très intéressant quand même. Et j'ai été quand même impliquée, là, quelque chose qui m'a suivie, je dirais, depuis assez tôt dans mon parcours. Ça a toujours été comme mon implication plus politique ou implication dans différents groupes. Là. Donc, par exemple, quand c'était à l'université, j'ai été impliquée dans mon association étudiante. Donc, j'ai été la coordonnatrice de mon association étudiante pendant ma maîtrise. Ensuite, à Montréal, j'ai été responsable du comité femmes du parti politique dont je parlais. Donc, j'ai été aussi impliquée avec le comité femmes à ce niveau-là. Et donc là, ça rejoint aussi pourquoi là, mon implication plus avec Action Femmes actuellement. Donc, c'est toujours quelque chose que je cherche à avoir comme en arrière-plan de ma vie. Ça me nourrit énormément là, de rester impliquée comme ça. Donc, c'est un petit peu ça. Puis aussi, peut-être un autre fil conducteur aussi en réfléchissant à mon parcours que j'ai vu, c'est toujours depuis assez tôt, en fait, dans ma vie, j'ai réalisé que je me suis beaucoup intéressée à la question des femmes, mais aussi du féminisme. Donc, tu sais, à la fois, bon, dans ma maîtrise, c'est assez évident, mais même avant ça, j'ai fait au cégep, en fait, des études en cinéma, puis je pensais à ça, puis la plupart de mes travaux, c'était sur des femmes cinéastes, sur des mouvements de groupes de femmes. Donc, c'est quelque chose qui m'a suivi là, dans mon parcours. Puis même professionnel, j'ai fait un saut, j'ai travaillé pendant 2 ans au Conseil du statut de la femme au Québec. J'ai fait donc un stage pendant ma maîtrise dans une chaire de recherche féministe à l'Université Laval. Et puis même en ce moment, là, je travaille dans le fond pour le gouvernement fédéral, mais je travaille beaucoup sur des dossiers qui touchent à l'inclusion, à la diversité. Donc, c'est aussi quelque chose qui me suit là, encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai vraiment envie de te poser la question. À quel moment, enfin, tu dis que ça date d'il y a longtemps, mais est-ce que tu dirais qu'il y a eu un moment un peu charnière où tu te dis, OK, là, il faut que je fasse quelque chose du féminisme et de mes idées par rapport à l'égalité? Oui, ben en fait, ça revient un peu à la question des 3 moments importants dans ma vie. Je pense que c'est le premier qui a été le déclic pour moi, mais pour plein de jeunes de ma génération aussi au Québec. Donc, en 2012, il y a eu tout un mouvement de grève étudiante
qui était comme d'une ampleur historique, là. Donc, pendant plusieurs mois, il y a eu un mouvement de grève là, super important. Et moi, j'étais à l'université à ce moment-là, donc j'étais vraiment au cœur de ça. Et puis, je te dirais qu'avant ce moment-là, je m'étais jamais vraiment intéressée à la politique, même à l'actualité. C'était comme si ça me concernait pas, en fait. Et puis, avec ce moment-là, ça a été comme un déclic de dire, oh non, ça me concerne, moi. C'est important, tu sais, de s'impliquer, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe dans notre société aussi. Puis, je te dirais que c'est probablement ce moment-là qui a fait que je me suis dirigée vers la sociologie aussi, qui était comme une espèce de réflexion, d'essayer de comprendre la société dans laquelle on vit, puis d'essayer de comprendre les forces, les questions de pouvoir aussi. Donc, évidemment, la question féministe est comme venue avec ça aussi, d'essayer de toute cette réflexion de c'est qui les acteurs, c'est qui est en situation de privilège, comment moi je me situe par rapport à ça. Donc, ça a été comme tout ce mouvement effervescent-là qui est né avec les mouvements de grève là, en 2012 et en 2015 aussi, qui a suivi là, par la suite comme donc mouvement de grève également. Donc, ça a été pour moi là, comme un premier moment très, très fondateur dans mon parcours très bouillonnant. Là. Ouais. Et est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres moments charnières dans ton parcours? Ouais, ben je te dirais que c'est ça, le deuxième à lequel j'essaie de penser, c'était, plus spécifiquement, je pense que ma maîtrise en sociologie, plus en études féministes, ça a été aussi un moment important plus pour essayer de bâtir plus d'une compréhension plus importante sur la question du féminisme des femmes. J'ai aussi collaboré donc avec des chercheurs qui travaillent sur des questions liées au féminisme, qui m'a permis de comprendre plusieurs choses, de donner des clés de compréhension en fait sur plein de choses. Pendant ma maîtrise, c'est ça, j'ai travaillé aussi au Conseil du statut de la femme sur un projet de recherche sur les inégalités scolaires, les inégalités de sexe en milieu scolaire. Donc, ça m'a comme permis de développer des bases d'analyse, de concepts d'analyse qu'on peut après appliquer. En fait, OK, je vais le résumer comme ça. Ça m'a comme donné les lunettes féministes qui fait que depuis ce moment-là, c'est comme si j'arrive pas à voir rien dans notre société sans avoir ces lunettes-là. Donc maintenant, c'est comme si je vois un peu tous les secteurs de la société avec ces lunettes féministes-là d'analyse. Ça m'a comme donné des outils pour comprendre notre monde, en fait, avec une vision féministe. Donc, ça s'est développé vraiment plus pendant ma maîtrise, dans mes travaux de maîtrise, puis les expériences que j'ai eues à ce moment-là. Une belle image. Je rejoins tout à fait les lunettes féministes. Moi, je suis en train de les mettre en ce moment. OK, c'est super. Oui. J'avais noté aussi comme troisième moment charnière, mais je peux pas vraiment passer à côté de ça, de mon arrivée à l'île du Prince-Édouard aussi, donc qui s'est fait quand même récemment, là, au début de l'année là, 2022. Donc, c'est une transition qui s'est faite par étapes quand même. Là, donc, ça fait environ 3 ans, je fais des allers-retours, puis tout ça, mais le déménagement officiel s'est fait là, en début de l'année. Mais c'est une première sortie pour moi d'un univers majoritairement francophone. Donc, c'est aussi, je disais que j'avais surtout des lunettes féministes jusqu'à maintenant, mais ça m'a permis d'avoir une autre paire de lunettes plus au niveau du privilège de la langue, aussi de la langue majoritaire. Donc, de me retrouver comme étant minoritaire dans un milieu majoritairement anglophone, c'est comme une nouvelle découverte pour moi, puis de découvrir aussi toute la communauté ici, à la fois francophone, mais même le mode de vie ici à l'île du Prince-Édouard, plus rural aussi, donc de me sortir de la ville de Montréal ou de la ville de Québec. C'est assez déstabilisant là, de sortir de ça. Donc, je te dirais que c'est un autre moment marquant là, dans mon parcours jusqu'à maintenant aussi. Là. Ouais, mon arrivée à l'île. J'ai envie de rebondir sur cette question. C'est pas une question qui était dans la liste, mais ça me fait penser à ça. Là, du coup, tu dis que tu te retrouves un peu en insécurité linguistique du coup de l'anglais. Ouais. Comment tu vis ça? Ben, en fait, je te dirais que c'est aussi le fait que mon emploi actuellement, je travaille beaucoup en anglais. Et puis, mon conjoint est anglophone, donc sa famille est anglophone. Donc, je me retrouve dans un univers qui est... le fait que j'habitais avant à Montréal ou au Québec faisait que j'avais quand même, dans ma vie, le français restait très dominant.
Mais là, c'est comme si je me retrouve dans un peu toutes les sphères de ma vie à vivre surtout en anglais. Donc, je te dirais que c'est un peu une peur de perdre mon français ou tu sais, je le vois des fois, là, je parle avec mes parents, puis je cherche mes mots, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est pas vrai, je peux pas croire, ça fait quelques mois que je suis partie, puis déjà, j'ai l'impression que, tu sais, j'en perds, là. Fait que c'est surtout comme une espèce de réalisation que c'est important de garder ça vivant d'une manière ou d'une autre. Donc, tu sais, de continuer à consommer de la culture en français, à me faire un réseau francophone ici à Lille. Donc, ça me pousse un peu à aller chercher ça, je te dirais. Oui, c'est hyper important ce que tu dis, parce que c'est facile, en fait, pour nos membres de se dire, OK, en fait, toi, tu le vis en anglais, mais elles le vivent en français. Ouais. Et c'est exactement ça, tu vois, de créer un réseau, et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, et du coup, je vais passer à tes inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu vois un peu les choses? Ben, c'est beaucoup des personnes. En fait, je sais, c'est quand même une question, j'ai beaucoup réfléchi, mais pour moi, quand je pense à des inspirations, c'est des personnes dans mon parcours, des mentors, des gens que je trouve très, très inspirantes, puis qui me poussent à continuer ou à en faire plus de mon côté aussi. Donc, tu sais, j'ai eu au niveau plus académique, j'ai eu des enseignantes, des profs, ma directrice de maîtrise aussi, qui étaient comme des femmes académiques hyper intelligentes, qui avec un savoir, une expertise incroyable, donc qui m'ont beaucoup, beaucoup inspirée, disons, à un niveau plus académique, professionnel aussi. Puis même aussi, c'est ça, au niveau professionnel, j'ai eu des mentors dans mon parcours aussi, des gens qui ont cru en moi, tu sais, qui voyaient mon potentiel, puis qui m'ont permis de moi-même croire en moi, parce que c'est comme ces personnes-là sont tellement incroyables, donc si elles croient en moi, ça doit être qu'elles ont des bonnes raisons, tu sais, fait que ça m'a beaucoup donné confiance en moi aussi de côtoyer ces gens-là dans mon parcours professionnel. Puis sinon, ben c'est ça aussi, je te dirais qu'à l'île du Prince-Édouard, je trouve ça inspirant de voir, on parlait de mon arrivée ici, mais de voir à quel point c'est une communauté qui est quand même tissée serrée, puis d'avoir des gens, des leaders, des gens qui sont tellement impliqués puis qui se donnent vraiment beaucoup pour la communauté. Puis moi, je trouve ça vraiment inspirant, puis ça me donne le goût, encore une fois, moi aussi, de m'impliquer puis d'en faire plus aussi. Donc, c'est vraiment des humains, des gens que je côtoie. C'est ça qui m'inspire le plus, là. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, on en a un petit peu parlé, mais on n'est pas rentré dans le détail de ton féminisme à toi. Ça veut dire quoi pour toi, l'empowerment? Oui, ça aussi, c'est une bonne question. Mais je parlais de lutte de pouvoir, de privilège. Donc, pour moi, l'empowerment, c'est le fait de pouvoir reprendre le contrôle sur notre propre histoire, sur notre vie. Donc, c'est vraiment comme un acte de lutte, puis d'un acte militant, là, de la question de l'empowerment. Parce que c'est une remise en question, en fait, d'un statu quo ou d'une situation qui est inégalitaire, qui est injuste. Donc, c'est de vouloir changer, en fait, ce statu quo-là. Donc, de dire, ça fonctionne pas, donc on veut changer les choses, on veut changer les structures. Donc, pour moi, c'est ça l'empowerment. Mais par le fait même, c'est aussi, ça crée de l'inconfort chez certaines personnes. Donc, c'est comme, il y a la question du disempowerment nécessaire qui doit venir avec aussi. Donc, pour rééquilibrer un peu les luttes de pouvoir. Donc, ça m'amène aussi à réfléchir à toutes les backlash, justement, les difficultés de ces luttes de pouvoir-là aussi. Donc, tous les mouvements antiféministes qui, eux, aiment bien le statu quo aussi. Tu sais, il y a quand même toute une grande de population qui ont avantage à ce que les choses changent pas trop. Donc, pour moi, c'est vraiment cette question de lutte de pouvoir-là, puis d'actes militants là, qui me vient en tête quand je pense à la question de l'empowerment. C'est peut-être une réponse un peu académique. Non, oui, alors, oui, c'est sûr que, mais en même temps, j'aime bien, tu vois, l'idée de parler du dépouvoir pour, tu prends du pouvoir, tu vois. Et c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça. De oui, en fait, il y en a un qui perd pour que l'autre prenne. Et c'est cette perte qui est difficile, en fait. Nous, on a envie de prendre, mais que les autres perdent, c'est vrai que c'est hyper juste. Ouais, tout à fait. Ça revient à la question des privilèges constamment, tu sais, puis de voir nos privilèges, puis en tout cas, de faire réaliser à certaines personnes qu'elles ont du privilège, même quand elles veulent pas le voir nécessairement aussi, là. En fait, j'aimerais te poser la question, tu choisis de répondre à celle que tu veux, où ta plus grande fierté, et pourquoi et comment, ou alors un échec que tu aimerais partager et la leçon que tu en as tirée.
J'ai l'impression que c'est comme une question d'entrevue, tu sais. Vraiment de tes échecs. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est te dire, OK, est-ce qu'il y a un truc, tu vois, que j'ai vécu et je me dis, bah, tiens, si j'arrive à dire cette expérience et à partager cette expérience, bah, d'autres personnes pourraient se dire, tiens, OK, moi, je vis ça et finalement, ça marche, tu vois. Ben, peut-être que j'ai envie de partager, puis ça, j'avais pas vraiment préparé cette question-là, mais ça me fait penser à quelque chose. Je pense que les femmes, on est beaucoup dans la performance, là, puis à tout prix, puis c'est beaucoup lié au fait que comme on est généralement défavorisé, on vit beaucoup d'injustices, d'inégalités un peu partout, ben on doit performer pour réussir puis faire notre place et tout ça. Donc, on est beaucoup dans la culture de la performance. Et puis, donc, tu sais, moi, par exemple, j'ai fait un burn-out il y a environ 2 ans, 3 ans de ça. Et puis, tu sais, c'est sûr qu'on le voit un peu comme un échec quand on est justement dans cette culture de la performance-là, de dire, ben, il faut que je performe, il faut que je réussisse, il faut que je donne de plus en plus constamment. Donc, tu sais, puis je pense qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans, même si pour moi, c'est lié au fait qu'on doit performer les femmes parce qu'on est constamment pour faire notre place, là, parce que notre place va pas nous être donnée nécessairement. Là. Donc, c'est comme un combat aussi. Donc, je te dirais que ça a été comme une réalisation de cette culture-là, de faire un burn-out. Ça a été de dire, ben, est-ce que c'est sain, cette manière-là de toujours vouloir en donner plus, en faire plus? Donc, ouais, ça a été un peu comme une remise en question de ça. Puis je te dirais que je suis encore là-dedans, puis ça risque d'être long avant que je sorte de cette de cette tendance-là à toujours vouloir en faire plus, en donner plus. Tu sais, même au travail, là, c'est au quotidien là, que je me dis, on peut toujours en faire plus, on peut toujours faire du temps supplémentaire, on peut pour essayer de plaire constamment, puis de faire ses preuves, puis de montrer qu'on est capable. Mais tu sais, je me force, par exemple, à pas faire de temps supplémentaire, à moins que ça soit une grosse urgence, là. Mais c'est quelque chose, c'est une balise que je me suis mis suite à ça, tu sais, de dire ça, tu sais, c'est quelque chose que je vais arrêter de faire parce que c'est pas sain, puis je sais qu'il y a les dérives possibles de ça. Donc, puis de prendre du temps pour le repos est important aussi. Donc, de trouver une balance, en fait, comme un équilibre dans la vie. Je pense que c'est pas facile, mais c'est nécessaire aussi. Donc, fait que c'est ça. Je te dirais que le burn-out, est-ce que c'est un échec? On a tendance à le vivre comme un échec. C'est pas un échec, c'est plus une remise en question, en fait, ou c'est plus comme un temps d'arrêt nécessaire, puis qui nous pousse à essayer de changer un peu notre manière dont on est, et puis dont on agit, puis tout ça. C'est beau parce que du coup, c'est un mixte entre les deux questions, tu vois. C'est un échec, mais en même temps, c'est quand même une fierté de dire, OK, j'arrive à mettre les balises et à réagir à ce puis, et puis, tu sais, depuis quelques mois, en fait, je suis devenue gestionnaire dans mon équipe par intérim, là, mais je suis gestionnaire en ce moment, donc je suis devenue comme un peu responsable d'une équipe d'employés. Puis pour moi, c'est important de donner l'exemple aussi, parce qu'il y a vraiment la culture de performance, on la retrouve beaucoup là, au gouvernement, puis on a des charges de travail assez élevées aussi, puis donc la question de la santé mentale, puis de trouver un équilibre, puis de pas demander à mes employés de donner plus que ce qui est comme nécessaire, c'est vraiment important, puis j'essaie de montrer l'exemple aussi à ce niveau-là. Fait en tout cas, donc, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer aussi comme gestionnaire. Je ne sais pas si on va utiliser dans l'interview ce que je vais te demander, mais j'ai envie de te le demander quand même. Ouais. Est-ce que tu penses que d'être gestionnaire en étant une femme, ça a cet impact-là plus important que si tu étais un garçon? Je te dirais que j'ai l'impression quand tu deviens gestionnaire, j'ai l'impression qu'il y a comme des attentes dans la manière d'être gestionnaire qui sont différentes envers les hommes et les femmes. Ça, je le vois, là. Donc, c'est sûr que le fait d'être plus dans l'empathie, dans l'écoute, dans, le care des employés, tu sais, j'ai comme, en fait, on est une équipe de 4, là, dans l'équipe de gestion. Puis, je suis la seule femme. Donc, c'est sûr que je sais pas si c'est moi qui m'a mis un peu dans ce rôle-là, ou si je me suis fait comme un peu mettre dans ce rôle-là, mais je suis comme tout ce qui est plus lié au care, de
d'écouter, tu sais, de rencontrer les employés, d'écouter les problèmes, d'essayer de trouver des solutions. J'ai comme un peu pris ce rôle-là dans l'équipe. Donc, c'est intéressant de le voir comme ça. Parce que, donc, tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, je suis pas celle qui va discipliner ou qui va, tu sais, taper sur les doigts ou quoi que ce soit. Je suis vraiment celle qui est plus en mode écoute. Puis, Mais est-ce que toi, t'es OK avec ça ou c'est quelque chose que tu voudrais ou t'aurais voulu faire autre chose? Ben, je suis OK avec ça dans le sens que pour moi, en fait, tous les gestionnaires devraient être comme ça. En fait, je pense que la question du care puis d'être plus empathique, c'est tout le monde qui devrait l'être. Donc, pour moi, le problème, c'est pas que ça soit moi qui ai ce rôle-là, mais que ça soit que moi qui ai ce rôle-là. Je pense que beaucoup d'hommes qui sont dans des rôles plus de pouvoir qui devraient intégrer plus d'empathie, d'écoute pour leurs employés. Là. Mm-hmm. Et tu penses que vis-à-vis des autres, ça a un impact le fait que tu sois une fille et que justement tu t'occupes plus, que tu sois plus à l'écoute? Ben, c'est une question qu'il faudrait leur poser. Je te dirais que dans mon équipe, les employés avec qui je travaille le plus, c'est surtout des femmes. Donc, je pense que tu sais, dans mon équipe, sous moi directement, là, j'ai un gars qui est un étudiant qui travaille à temps partiel. Donc, je collabore pas tant que ça avec lui non plus. Puis le reste, c'est toutes des femmes. Donc, je pense que on a développé quand même une belle relation. On se comprend. C'est peut-être plus facile aussi de comme développer comme plus une relation plus d'égal à égal, plus horizontale. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on se comprend puis on est plus on s'entraide entre nous un peu plus aussi là, je sais pas. Je pense que je vois pas vraiment de clash ou de tu sais en fait c'est des bonnes questions. Il faudrait que je leur parle à elles pour voir, tu sais, est-ce qu'ils ont vu des différences après que je sois arrivée comme gestionnaire comparativement plus au mode de gestion qu'il y avait avant. Là, ce serait comme des discussions intéressantes à avoir avec elles. Mais qu'est-ce que tu dirais à toi, enfant? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, tu vois, c'est là que j'avais écrit une note sur la question de la performance. Donc, tu sais, je te dirais, dès 10 ans, je me dirais que c'est correct de se tromper, de faire des erreurs, d'essayer des choses, de changer d'idée, de pas constamment performer, d'être la meilleure. Tu sais, c'est correct des fois de faire des mauvaises décisions parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, ça serait un peu ce message-là de pas vouloir, tu sais, constamment être dans la performance, constamment être la meilleure. Donc, c'est correct là, de faire des erreurs dans la vie. Ça serait un peu ça que je dirais à la petite amie de 10 ans. Je pense qu'elle serait très contente. Je sais pas, on en a déjà un peu parlé, mais si tu as envie par rapport à ce que les autres, t'aimerais que ce que les autres retiennent de toi, on a un peu parlé par rapport à ton pro, et bon, tu peux, si tu veux compléter ou si tu as quelque chose à partager. Ben, la seule chose que j'ai notée, c'est que j'ai parlé de beaucoup de gens qui autour de moi ont fait une différence ou m'ont inspiré. Donc, ça serait un peu, tu sais, je voudrais, tu sais, idéalement, si au bout de ma vie, je pouvais avoir fait un peu la même chose, tu sais, de pouvoir avoir fait une différence, même aussi minime qu'elle soit, là. Je pense que, tu sais, mes implications, c'est parce que j'ai envie de faire changer des choses, j'ai envie de faire une différence, d'aider d'autres personnes autour de moi aussi. Donc, tu sais, que j'aimerais que les autres retiennent de moi ou ça serait que d'avoir réussi ça, en fait, d'avoir réussi à peut-être en inspirer d'autres, en motiver d'autres à s'impliquer aussi, d'avoir pu faire une différence à quelque part. Donc. Et est-ce que tu penses que c'est déjà le cas, que tu as déjà été inspirée inspirée en fait plutôt puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'est rare qu'on se le dit entre nous. Puis ça, je trouve ça malheureux parce que c'est tellement important, je trouve, de se le dire, de dire, hey, t'as été un mentor, t'as été quelqu'un d'important dans ma vie. Je trouve qu'on devrait prendre plus de temps pour se le dire puis le nommer, là. Mais tu vois, récemment, il y a peut-être 2-3 ans, il y a quelqu'un qui était un ancien collègue à la maîtrise. J'avais fait à un moment donné dans un cours un gros travail sur l'intersectionnalité, là, qui était comme un concept un peu pas nouveau, là, mais dont on parlait pas énormément à ce moment-là. Puis je voulais comprendre c'était quoi, donc j'avais fait un travail là-dessus, puis je l'avais présenté à la classe. Là, on présentait un peu notre travail. Tu vois, ce gars-là m'est revenu
plusieurs années plus tard pour me remercier, en disant ce concept-là, aujourd'hui dans mon travail, m'aide énormément. C'est quelque chose qui m'a été super utile. Je pense qu'il avait utilisé le concept dans sa thèse de doctorat. Puis, comme c'est vraiment toi qui m'as fait découvrir ça, puis qui m'a fait comprendre l'importance du concept. Puis, si c'était pas de toi, j'aurais probablement passé à côté de quelque chose. Donc, ça m'avait vraiment, en tout cas, fait plaisir d'entendre ça. Puis alors que moi, c'était aussi, j'essayais de trouver des réponses, ça m'intéressait aussi, mais de voir que ça allait pu aussi aider d'autres personnes à cheminer, je trouve ça génial. Là. Ouais. Fait que ça a un exemple. Ouais. Mais c'est ça, on devrait se le dire plus souvent entre nous là, Mais c'est vrai, plein de choses, on devrait se dire plus souvent. Surtout les choses positives. Parce que tu vois, tu as tendance à dire souvent les choses négatives et finalement, exactement. Ça te fait tellement du bien de dire, OK, en fait, j'ai quand même fait des choses cool et du coup, ça rééquilibre un peu, quoi. C'est que si on insiste tout le temps sur le négatif, c'est ce qui nous reste en tête constamment, puis c'est ce qui fait comme tu sais, est-ce que je fais un bon travail, est-ce que je suis pertinent, tu sais, donc de pouvoir aussi, tu sais, par exemple, j'ai aussi j'ai une enseignante à la maîtrise qui m'a marqué là, vraiment beaucoup, c'est une de mes mentors justement. Et je lui ai dit, il y a environ 1 an, je suis allée souper chez elle à la maison, puis j'ai dit, tu sais, à quel point elle avait été importante dans mon parcours. Puis je pense que, tu sais, ça lui a fait plaisir, tu sais, de savoir qu'elle aura pu marquer certaines personnes. Puis si c'était pas d'elle, tu sais, je sais même pas si je me serais autant intéressée au féminisme, aux luttes sociales. Donc ça a vraiment fait une différence dans ma vie. Donc je suis contente de lui avoir dit, puis tu sais, on sait ça. Je pense qu'on devrait se le dire plus souvent, là. Ce genre de choses-là. On devrait en faire un devoir, là. Ouais. C'est une belle leçon de faire. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu as une ressource à partager avec nous, bien sûr? Ben oui, en fait, j'avais le goût de partager. J'ai un livre ici qui s'appelle We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie. Je probablement que je le prononce pas comme il faut, mais en tout cas, c'est l'autrice de Americana. Qui a écrit un tout petit recueil qui prend comme une demi-heure à lire, qui a été traduit en français d'ailleurs. Là, attends, je vais regarder mes notes. Donc, nous sommes tous des féministes, qui se lit vraiment rapidement. Donc, moi, c'est une petite ressource facile à partager qui se lit vraiment facilement. Puis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient discuter de tout l'inconfort autour du terme féministe, en fait, à quel point c'est une étiquette qui peut être lourde à porter. Il y a beaucoup de résistance sur l'utilisation du terme, de préconception autour du terme féministe. Mais ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle partage plusieurs expériences qu'elle a vécues ou de personnes autour d'elle qui ont vécu dans plusieurs pans de la société, qui a fait la démonstration, en fait, que la question du genre, on peut pas faire abstraction de ça aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des attentes, des rôles, des injustices du fait d'être une femme. Et être féministe, c'est tout simplement de réaliser ça, de le reconnaître, puis de croire en une égalité sociale, économique et politique entre les sexes. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, elle vient un peu déconstruire les préjugés autour du concept de féminisme. Donc, je trouve ça vraiment utile, important aussi. Donc, je voulais le partager. Puis, en fait, ce petit recueil-là est basé sur un TED Talk qu'elle a fait, je pense, en 2012. Donc, on peut aussi regarder le TED Talk pour quelqu'un qui aime pas lire. Il y a aussi la possibilité de regarder les vidéos. Aussi. Donc, on peut mettre les deux. Puis, mais c'est ça. Fait que c'est un petit recueil. Ah, mais je crois que je vais le lire. Tu m'as donné envie. Ben oui, je l'ai en anglais. Je peux le partager. Mais sinon, tu sais, c'est tout petit. Là, je pense que c'est comme $8, quelque chose comme ça, on pourrait voir. Si, mais je pense qu'on peut l'acheter. Ouais, exactement. En version en français, ça serait bien. Est-ce que toi, tu as un dernier mot, une leçon, une anecdote, quelque chose que tu veux partager en plus de ce que tu nous as déjà partagé? Ben, peut-être que ce que je voudrais juste dire, c'est que je suis vraiment reconnaissante envers Action Femmes, puis contente d'avoir trouvé Action Femmes à l'édition précédente parce que je suis là depuis récemment, puis comme je disais, il y a toutes mes nouvelles réalisations autour de la francophonie, puis toutes les réalisations que c'est important de garder ça vivant dans ma vie d'une manière ou d'une autre, mais aussi toutes mes envies de m'impliquer dans des organisations féministes de femmes, de m'entourer de femmes aussi autour de moi. Donc, ça vient un peu répondre à ces deux besoins-là, Action Femmes. Donc, je suis super, super reconnaissante. Et puis, c'est ça, je suis tellement contente d'être sur le conseil d'administration. C'est vraiment une super expérience pour moi. Donc,
peut-être juste ça que je voudrais partager en terminant. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Annie. C'était super intéressant. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île-du-Prince-Édouard, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.